par une petite présentation d'Alp Supply Chain très rapide. Tout d'abord, cet élément-là, vous l'aurez dans la présentation au final, c'est la vision de l'association qui est née il y a environ 1 an et demi et qui mène des missions afin de fédérer les acteurs de la supply chain sur l'ensemble du territoire des Alpes pour les aider à réduire leurs impacts sociétaux et environnementaux qui sont liés à leurs activités. Donc cette année, nous avons programmé 21 événements et aujourd'hui, c'est le premier événement que nous présentons à notre communauté élargie, c'est-à-dire nos adhérents et tous ceux qui peuvent se connecter. Notre association représente 90 adhérents à l'heure actuelle et une vingtaine de professions. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Vous pourrez le retrouver dans le document que je vais vous envoyer. Et pourquoi c'est moi qui m'y colle aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je m'y colle puisque je suis le président d'Alp Supply Chain, mais je suis aussi un pseudo-expert sur le sujet. En tous les cas, j'ai une petite expertise puisque depuis 2008, je suis impliqué sur les sujets de réduction des impacts sociétaux et environnementaux. Je vous ai mis un petit peu mon CV sur ce que j'ai pu réaliser. Et le fait le plus marquant, c'est que chez un grand industriel international, entre 2011 et 2016, entre 2011 et 2018, j'ai mené plus d'une cinquantaine de projets de réduction des émissions de CO2 sur un périmètre mondial, notamment dans le transport, que ce soit petit colis, la route internationale, le maritime, l'aérien, la route nationale aussi, avec beaucoup de report modal, de l'optimisation du taux de remplissage et de nombreux autres sujets. En 2015, l'entreprise pour laquelle je travaillais a été labellisée Medlink, qui remercie les industriels pour utiliser le fleuve depuis Marseille vers Lyon sur un pourcentage très important. Et nous avons été engagés officiellement dans la démarche Fret 21 en 2016. Je vous plante un peu le décor sur le contexte actuel des émissions de CO2, sur pourquoi en fait on les met en place, notamment parce que ça devient obligatoire pour certaines entreprises industrielles, commerciales et étatiques, c'est-à-dire l'administration publique. Depuis le décret du 1er juillet 2022, il y a une obligation de les déclarer. Pour les entreprises qui sont supérieures à 500 salariés en métropole, 250 salariés en outre-mer et pour les personnes du droit public. Donc ça s'ajoute au scope 1 et 2 qu'on connaissait. Ça s'appelle le scope 3. C'est le transport amont et aval des activités industrielles et commerciales, notamment. Donc ce décret, il oblige à suivre une méthodologie pour réaliser le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En plus, ce décret, il oblige les entreprises, dans ces publications extra-financières, à publier un plan de transition, où doivent figurer les actions relatives à la baisse des émissions de CO2, qui doit être joint avec l'ensemble des autres pièces du rapport extra-financier. Et ensuite, en plus de cette obligation de déclaration, de publication, on doit déclarer sur le site de l'ADEME ces émissions de CO2 sur scope 1, 2 et 3. Donc ça, c'est un peu le contexte réglementaire. Ensuite, le contexte, c'est que le transport ne baisse pas beaucoup depuis les années 90, alors qu'il y a d'autres industries où ça baisse de manière assez significative, notamment l'industrie manufacturière et l'industrie de l'énergie. Et on se pose une question, c'est pourquoi ça ne baisse pas. Donc quand on veut que ça baisse, on commence généralement par mesurer. Donc à chaque fois que je vous présente des tableaux, à la fin du document, vous trouverez les liens qui vous permettent de pouvoir accéder aux sources d'informations qui m'ont permis d'établir ce document. Et puis la réduction des gaz à effet de serre ou les émissions de CO2, pour raccourcir un petit peu, elles viennent de toutes parts. Il y a tout d'abord les effets du changement climatique, vous le constatez comme moi. Ça, c'est une pression pour réduire les gaz à effet de serre. Il y a les clients, c'est nous. Avec l'argent que nous dépensons, nous choisissons les entreprises qui polluent plus ou moins. Les actionnaires des entreprises qui ont bien compris que leurs actifs dépendaient du côté vertueux du business.
L'État, qui a tout intérêt, lui, à faire baisser les gaz à effet de serre, c'est son rôle. Les banques qui financent les projets qui sont plus ou moins polluants et qui ont compris aussi qu'elles devaient protéger certains actifs. Ensuite, on a les salariés qui, dans leur recherche de sens dans leur entreprise, poussent les entreprises à réduire les émissions de CO2, les gaz à effet de serre, notamment par des initiatives personnelles ou collectives. Et puis les ONG dont Alp Supply Chain peut se réclamer, puisque nous, on crée une pression en parlant, en rendant ce sujet un peu plus audible, notamment par ce type de webinaire. Donc voici le contexte. Le contexte, c'est un cadre réglementaire, c'est des émissions de transport qui ne baissent pas forcément beaucoup, et une pression pour les baisser qui vient de toutes parts. Donc je vous propose maintenant d'aller sur le périmètre de réduction de ces émissions de CO2. Il y a 6 scopes au global qui sont proposés par l'ADEME. Le 1 et le 2 sont déjà obligatoires depuis plusieurs années. Et là, maintenant, le scope numéro 3 devient obligatoire. On peut imaginer que les 4, 5, 6 deviendra à terme obligatoire. Alors, c'est quoi ces scopes? Catégorie 1, c'est toutes les émissions directes d'une entreprise, ce qu'elle produit par son activité. Et indirect associé à l'énergie, c'est-à-dire en amont, en aval, qu'est-ce qui est associé à ce type d'émission. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie 3, c'est le fameux scope 3, les indirects associés au transport. Et les autres, ce sera ce qui est associé aux produits achetés ou aux produits vendus. Et puis après, il y aura tout le reste qui sera dans la catégorie 6. Donc l'ADEME a fait une segmentation. Et dans la segmentation, on retrouve nos scope 3, émissions indirectes associées au transport, et on trouve plusieurs types de transport. Et dans le scope 3, on a le scope 3.2, qui est le transport de marchandises amont, et le scope de marchandises aval. Donc sont exclus, en tous les cas de ce webinaire, le déplacement domicile-travail, le déplacement des visiteurs et des clients, et le déplacement professionnel. Il y a un extrait, ça c'est un extrait du guide méthodologique fourni par le ministère de l'écologie, pour retrouver aussi en fin de document, et que vous pourrez aller lire allègrement, puisque toute la méthodologie et tous les éléments de compréhension sont intégrés à ce périmètre. Donc on connaît le périmètre, nous allons aller vers le calcul de base pour comprendre les émissions de CO2 en transport, sur quoi ça repose. C'est relativement simple puisque cela repose sur une simple multiplication. La multiplication, elle est relativement facile. On va tenter de multiplier le poids de la marchandise par les kilomètres parcourus par cette marchandise pour aller soit vers un client, soit pour venir d'un fournisseur vers son entreprise, et par un facteur d'émission qui correspond à l'énergie développée par le moyen de transport pour réaliser le déplacement de la marchandise sur une distance donnée. Et tout ça, ça nous donne des émissions en CO2. Rappelons que nous n'allons compter les émissions de CO2 que du transport que nous achetons. Donc si on revient ici sur le périmètre, la petite phrase ici est importante. Il faut que le coût du transport soit supporté par la personne morale. Et ça, c'est important puisque il faut être sûr qu'on achète le transport en amont, pour le transport amont. Pour le transport aval, quoi qu'il arrive, c'est tous les coûts qui sont à prendre en considération. Et donc, si on revient sur cette calcul de base, il y a des unités, bien évidemment, le poids de la marchandise en tonnes, le kilomètre parcouru en kilomètres, les facteurs d'émission en grammes de CO2 par équivalent tonne kilomètre parcouru, et puis le résultat, ça nous donne des grammes de CO2 émis. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Si on a une marchandise qui pèse 0,2 tonnes et qu'elle parcourt 500 km, entre par exemple votre fournisseur et votre usine, si vous achetez le produit, la marchandise, et que vous consommez avec un facteur d'émission de 0,788 grammes de CO2 par tonne kilomètre, la multiplication de ces trois composantes donne 7,98 grammes de CO2.
Donc, vous voyez que le calcul de base, finalement, ça n'est qu'une multiplication. C'est assez simple. Alors, le facteur d'émission, comment je l'ai trouvé? Eh bien, il y a une base carbone qui est fournie par l'ADEME et j'ai pris un facteur d'émission pour un camion articulé de 34 à 40 tonnes qui fonctionne au GNC. Donc ça, c'est le calcul de base. On va voir que c'est un peu plus compliqué, puisque quand on va zoomer sur chacun des paramètres, il y a beaucoup de contraintes à prendre dans la supply chain. Et je voulais aussi vous partager le fait que cette méthodologie, elle est assez nouvelle. En tout cas, elle vient d'être publiée en avril 2023, puisque en avril 2023, la norme ISO 14083 qui a remplacé la norme EN 16258 et elle permet de déclarer, d'avoir une méthode précise, commune, pour la déclaration des gaz à effet de serre qui résultent des opérations de transport, de passagers et de fret. Donc la norme, je m'y suis conformé pour pouvoir réaliser ce webinaire, bien évidemment. Et donc, comme on voit sur cette multiplication, sur ce calcul de base, la difficulté, c'est de disposer du poids de la marchandise. En supply chain, nous allons avoir l'obligation d'avoir un poids net. Et le poids net, ça va être le poids de brut des marchandises, qui sont généralement dans la base article, auquel on va ajouter le contenant, plus le calage, ce qui va donner le poids de l'emballage. Et la somme de tout ça, ça va nous donner notre poids net. Donc c'est déjà un premier challenge, puisque parfois, les bases articles sont constituées du poids brut et pas du poids net. Donc ça, c'est une première difficulté en supply chain, c'est comment disposer de cette information-là. Donc c'est assez classique, il faut retourner sur la fiche article pour pouvoir travailler dessus. Ou il y a une autre alternative, c'est la pesée systématique. La pesée systématique des marchandises permet d'avoir directement le poids net sans passer par la phase de calcul. Ça nécessite des moyens supplémentaires de pesée qui sont assez lourds, chers à l'achat et onéreux en maintenance et à maintenir dans le temps, et aussi à connecter avec l'ERP, la GPAO ou les fiches articles ou le TMS ou le WMS, n'importe quelle brique applicative où pourra circuler l'information. Et donc ces difficultés-là, on les connaît bien puisque c'est déjà des difficultés qu'on rencontre pour réaliser toutes les contraintes, les contraintes en supply chain dans les fiches articles. C'est là où se passe le nerf de la guerre. Il va falloir aller capter ces informations plus proches des commandes fournisseurs ou des commandes clients en fonction du transport qu'on va vouloir calculer. Là réside la plus grosse difficulté sur le poids de la marchandise. Sur les kilomètres A, je vous ai noté aussi là où on pouvait retrouver ces informations quand on veut les consolider, les capter. Ça peut être sur les BL, les bons de livraison, soit sur les purchase orders, soit dans le WMS, soit dans le SRM, au côté achat, soit dans le RP, ou soit dans les reporting des transporteurs, qui peuvent disposer de cette information pour certains types de transports. Ensuite, une autre difficulté sur les kilomètres parcourus, c'est de disposer des kilomètres entre un point A et un point B. Sachant qu'une entreprise qui a 15 000 clients, elle a 15 000 kilomètres à 15 000 distances à trouver, à minima. Si elle a 1000 fournisseurs, elle aura 1000 distances aussi à trouver, bien évidemment, si elle supporte le prix du transport. La difficulté sur ces aspects, c'est que on n'a pas seulement un kilométrage entre un point sur les qui peut être du bateau ou de l'avion. C'est également le cas pour le fluvial et le ferroviaire. Généralement, avant ce transport principal, il y a un segment de pré-acheminement et un segment de post-acheminement. Et donc, selon les incoterms qu'on va utiliser, on ne va calculer que les distances qui concernent le transport que nous allons organiser ou faire organiser par notre transporteur. Ça nécessite un moment de créer une base de flux qui comprenne des segments.
C'est obligatoire pour pouvoir travailler, et donc ces segments, généralement, c'est les segments entre un fournisseur et une usine, on les voit en bas, soit une usine vers un client, soit un fournisseur vers un client quand c'est des flux directs, ou soit des flux vers les sous-traitants ou les plateformes. Donc cette base de flux, elle va être fondamentale puisque elle va permettre derrière de pouvoir calculer les kilomètres. Donc pour calculer les kilomètres, il y a plein de moyens selon les modes de transport. Donc je vous ai mis tout ce qui pouvait exister. En maritime, on a C-Rate qui est utilisé. En aérien, on a World Airport Code qui permet de calculer des distances entre aéroports à vol d'oiseau. On a même un calculateur d'émissions de gaz à effet de serre qui est fourni par l'État français. Et donc, tous les liens, ils sont à la fin du document. Et puis, par la route, on a les Google Maps et les guias Michelin. Et il y aura aussi d'autres possibilités pour tout ce qui est fluvial et ferroviaire, pour calculer les distanciers. Et donc, il va falloir capter ensuite quel mode de transport est utilisé pour chacun des transports qu'on va réaliser. Par exemple, un fournisseur peut très bien vous livrer une fois en maritime et vous faire après un dépannage avion. Et ce dépannage avion peut avoir des incoterms différents. Donc, il va falloir capter ces informations de comment était réalisé le transport entre le fournisseur et votre usine. Ce sera la même chose pour chacun des flux qui peut utiliser un mode de transport différent avec des segments différents. Donc là, une première difficulté en supply chain, c'est de créer cette base de flux qui n'est pas forcément encore prête dans les ERP, mais qui potentiellement est prête dans les TMS et qui peut être prête dans votre outil favori qui pourra peut-être s'appeler Power BI ou Excel. Donc ça, c'est la difficulté numéro 2 sur le deuxième facteur. Sur le troisième facteur de cette multiplication, la difficulté, ça va être de disposer des facteurs d'émission. Puisque chaque type de transport va avoir des facteurs d'émission. Et je vais vous montrer après qu'ils sont assez nombreux et qu'ils ont des niveaux de précision qui sont différents. Ils vont être différents en fonction de chaque mode de transport. Et même quand on a du camion, ils vont être différents si on a du complet ou si on a du groupage. Donc tous ces facteurs-là, il va falloir les trouver. Se créer une base de facteurs d'émission qu'il va falloir relier à une base de moyens de transport. Donc on commence à voir la complexité de la chose. Entre le poids de la marchandise, les kilomètres parcourus, les facteurs d'émission, il va falloir le trouver. Alors heureusement, ces facteurs d'émission, on peut les trouver. Il y a des bases de données que vous retrouverez à la fin de ce document qui vous permettront d'aller les chercher. Et encore une fois, il faudra aussi capter le moyen de transport qui a été utilisé, puisque il est possible que sur un flux maritime, vous ayez un gros ou un petit bateau, et entre le gros et le petit bateau, le facteur d'émission va changer. Et le facteur d'émission, il a aussi une autre difficulté, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de précision. Ces niveaux de précision, je vous ai montré là, ils sont découpés en 4 niveaux. Il y a un premier niveau qui est fixé par arrêté ministériel, c'est le minimum syndical. C'est celui qui est imposé lorsque l'entreprise est petite et qu'elle n'a pas les moyens d'aller vous proposer des facteurs d'émission compliqués. Et puis après, quand l'entreprise de transport commence à grandir, qu'elle a une flotte suffisante, on oblige les entreprises de transport à utiliser la valeur moyenne de l'activité de la flotte. C'est déjà un peu plus précis que la valeur fixée par l'arrêté ministériel, car celui-ci concerne à peu près la moyenne du parc français sur un type de transport utilisé. Et puis, quand on est encore plus fort, on va au niveau 3, de manière encore plus détaillée, et là, on a une moyenne d'un sous-ensemble d'activités. C'est-à-dire qu'on va commencer à zoomer sur précisément le type de transport qu'on a qui est différenciant par rapport au type d'énergie dans son entreprise. Donc là, on arrive à un niveau assez élevé et on peut carrément intégrer des paramètres supplémentaires pour identifier que sur tel moyen de transport, nous avons équipé les camions de déflecteurs, donc le facteur d'émission baisse. Ou au contraire, on utilise du diesel sur une partie de la flotte et sur une autre partie de la flotte un biocarburant, et donc les facteurs d'émission sont différents. Donc ce niveau est encore plus précis. Le niveau 4, il est encore plus précis.
c'est qu'on arrive à mesurer ou à constater l'émission de CO2 qui a été réalisée par le moyen de transport. Donc, par exemple, sur un avion, on va être capable de constater que pour aller d'un point A à un point B, on a donc consommé tant de litres de kérosène. Ou sur un bateau, tant de litres de carburant. Alors, généralement, on est plutôt sur du niveau 2 actuellement, sur ce qui se fait de moyen. On commence à avoir du niveau 3 et le niveau 4 est relativement faible. Donc, ces 4 niveaux de facteurs d'émission, ils vont jouer sur le calcul à la fin de ce que vous allez avoir comme émission de CO2. Donc, son choix, il est fondamental. Et pourquoi c'est compliqué, ce facteur d'émission? Parce que là, je vous ai mis justement le nombre de facteurs d'émission qu'on retrouve par rapport à la base empreinte carbone de l'ADEME, dont vous trouverez le lien à la fin du webinaire. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs d'émission. Alors, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Par exemple, en rouité, il y a 84 facteurs d'émission parce qu'il y a des motorisations différentes, des tailles de camions différentes et des usages de camions différents en fonction si on a des caisses rigides, des caisses, des porteurs, des engins articulés ou non articulés. Tout ça joue sur le facteur d'émission du transport. Donc, on commence à voir la difficulté si on fait un croisement des niveaux 1, 2, 3, 4 avec tous les facteurs d'émission qu'on retrouve ici, ça commence à faire quelque chose d'assez compliqué. Et je voulais souligner aussi que le GLEC, le Global Logistic Emission Council, propose aussi une méthodologie pour calculer les émissions de CO2 et a réalisé des travaux qui permettent d'avoir des éléments de compréhension des facteurs d'émission. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui puisque c'est un sujet à part entière. Et il faut savoir que dans le facteur d'émission, en plus de l'énergie consommée par les moyens de transport, on retrouve aussi des hypothèses de taux de chargement. Et ça, c'est important puisque ici, quand on voit la multiplication, on se dit, bon, à la fin, je vais avoir mon émission de CO2 en grammes. Bah oui, c'est vrai, mais non, en fait, puisque ça va dépendre de comment est optimisé le moyen de transport. Je m'explique, un camion qui roulerait avec une palette sur 500 km, il va sensiblement consommer la même énergie brute qu'un camion qui serait rempli. Donc le problème, c'est que entre un camion complet qui transporte une palette et un camion bien rempli avec un taux de remplissage de 90%, c'est quand même différent. Et donc l'émission à la fin, elle est un peu différente, et si on la ramène à la palette. Et donc c'est la raison pour laquelle les niveaux 1 et 2 sont assez piégeants, puisqu'en fonction du facteur d'émission que vous avez utilisé, il y a des hypothèses, des fois, de taux de remplissage de 60%, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, ça ne pousse pas les industriels ou les distributeurs à améliorer leur taux de remplissage des moyens de transport quand ils font des camions complets. Ou tout simplement à jouer sur les emballages, à jouer sur les hauteurs de palettes pour réduire ces facteurs, ces émissions de CO2. Voilà, donc aujourd'hui, on ne rentre pas dans le facteur d'émission. Les éléments du GLEC et la base empreinte carbone de l'ADEME vous donneront beaucoup d'informations si vous voulez aller plus loin. Donc une fois qu'on a sauté toutes ces difficultés du poids de la marchandise, des kilomètres parcourus, du facteur d'émission, encore faut-il réaliser le calcul. Et donc on a vu que c'était une simple multiplication, mais en ajoutant le poids de la marchandise plus ou moins précis, en estimant les kilomètres parcourus avec la logique de segment des modes de transport et en y ajoutant les facteurs d'émission sur les différents types de facteurs d'émission à différents niveaux, il faut réaliser le calcul. Alors le calcul, généralement, il se fait par fournisseur, par client et par mode de transport. Donc ça veut dire que pour l'ensemble des flux que vous avez en amont ou en aval de votre entreprise, vous allez devoir réaliser un calcul. Par mode de transport, ça veut dire qu'il peut être fait à l'année, au pire, puisque la multiplication est commutative, je ne vous l'apprends pas. C'est-à-dire que si on prend tous les poids de la marchandise d'une année, par tous les kilomètres parcourus d'une année, vers un fournisseur qui utiliserait le même mode de transport, on peut faire la multiplication. Et on a directement le résultat pour ce fournisseur. Par contre, si le fournisseur a utilisé de l'avion et de l'aérien, il va falloir distinguer les deux pour pouvoir réaliser deux multiplications. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça ne l'oblige pas à le faire
pour chacune des opérations qu'on a réalisées. On peut très bien concaténer tout ça. Ensuite, il va falloir compiler les données de tous ces fournisseurs, tous ces clients par mode de transport. Et c'est là qu'on aura ensuite la possibilité de les vérifier, les comparer, les analyser, les partager et les publier. Puisqu'effectivement, le calcul en soi, il n'y a rien de passionnant, c'est un exercice très technique. Souvent, il est plutôt utilisé, il est plutôt réalisé sur Excel. Mais on va voir qu'après, il y a d'autres possibilités de le faire. Et en tous les cas, ce qui est sympa, c'est plutôt d'aller vérifier que c'est cohérent. D'ailleurs, on a des obligations de vérifier que c'est cohérent. Et puis les comparer d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, pour ceux qui sont encore meilleurs, d'une semaine à l'autre ou d'un transport à l'autre, pour les analyser et trouver justement des sources, des gisements de gains qui permettraient de les réduire. Alors, le calcul des émissions de CO2, si on simplifie, il y a une logique de flux, il y a une logique de base de données, il y a une complexité de calcul avec les segments, les types de transport et facteurs d'émission. Il y a de la veille réglementaire qui est nécessaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que même si demain votre transporteur il vous donne le résultat des émissions de CO2, ça reste quand même à vous de vérifier à la fois les facteurs d'émission choisis, s'ils sont pertinents, et le résultat. Et puis il y a de la collaboration entre les acteurs, puisqu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un dans une entreprise se mette tout seul à faire le calcul des émissions de CO2. Il y a forcément de la collaboration entre plusieurs acteurs qui vont être les transporteurs, les services achats, pour obliger les transporteurs à les contraindre en tous les cas à donner leurs émissions de CO2. Certainement les personnes de l'informatique pour pouvoir faire évoluer le système d'information, les fournisseurs pour disposer d'informations et les clients et les entrepôts qui vont être en mesure de vous fournir des informations clés à cette occasion. Heureusement, on a une bonne nouvelle, c'est que tous ces éléments-là, on a l'habitude de les traiter en supply chain. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà des logiques de flux qui sont internes ou externes, on a déjà des bases de données, on a déjà de la complexité de calcul quand on fait des KPI et tableaux de bord, on fait déjà de la veille réglementaire, que ce soit pour les douanes ou des produits dangereux. Et par essence, comme la supply chain est transverse, on collabore souvent entre acteurs. Donc c'est quelque chose qui nativement devrait être accessible pour les supply chain managers de calculer les émissions de CO2 dans le transport. Donc on a vu le calcul de base, on a vu les difficultés en supply chain, et maintenant on va voir que pour avoir un résultat, il y a plusieurs moyens, et c'est ça qui est plutôt intéressant d'aller regarder dans le détail, puisque c'est là qu'on va tenter de trouver notre propre solution quand on souhaite s'investir de cette tâche dans une entreprise ou qu'on y est contraint. Alors il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Déjà, on peut internaliser le travail. Ça veut dire que vous avez déjà compris qu'on peut aussi l'externaliser. Donc, on est vraiment sur une logique de make or buy. Il faut choisir entre je le fais moi-même ou je le fais faire. Je vous ai mis un peu toutes les possibilités qu'on avait entre je fais tout et je fais rien. Donc, la première option, c'est de tout calculer, tout compliquer. Et là, vous allez utiliser forcément Power BI ou Excel. Ça va être très compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Alors, je dis tout calculer, tout compiler, puisque il y a peut-être des parts de calcul à faire vous-même, calculer les émissions de CO2, ou parfois, tout simplement, c'est de la compilation, c'est-à-dire que c'est les transporteurs qui vous donnent les émissions de CO2, et vous avez quand même le travail de les compiler. C'est très rare qu'une entreprise travaille avec un seul et unique transporteur. C'est très rare. Si c'est le cas, c'est parfait. Vous avez directement le résultat. Et donc, quand vous ne voulez rien calculer, vous pouvez tout compiler. Le calcul, quand je dis rien calculer, ce n'est pas calculer les émissions de CO2, c'est les additionner. Compiler l'ensemble des reportings des transporteurs pour obtenir un chiffre à la fin. Ça, c'est possible. On peut avoir une situation hybride où on calcule une partie et on compile une partie. Et où c'est le cas lorsqu'on a des transports en interne, c'est le cas lorsque on va avoir
le calcul qu'on peut faire puisqu'on est sur un transport qu'on maîtrise bien, et puis une autre partie où on ne maîtrise pas du tout et on bénéficie du calcul de notre prestataire favori ou de nos prestataires favoris. Et puis après, il y aura ceux qui auront intégré au maximum dans leur système d'information et qui permettront à leur TMS, donc la brique applicative du transport qu'on appelle Transport Management System ou dans le RP, de calculer, de compiler tout ça. Effectivement, on peut très bien imaginer qu'un système d'information contienne toutes les informations de base, c'est-à-dire les flux, les segments, les modes de transport, les facteurs d'émission, et que pour chacune des commandes en amont et chacune des commandes en aval, en se basant bien évidemment sur les incoterms, si on achète ou pas le transport en amont, que l'ensemble fasse le calcul. C'est tout à fait possible, c'est juste un sujet supplémentaire à maintenir chez soi, donc ça a un coût au départ pour le projet de mise en place et c'est un coût à l'arrivée puisqu'il faut maintenir les données, vu que les facteurs d'émission évoluent au fur et à mesure et qu'il y a des nouveaux fournisseurs, il y a des nouveaux clients, il y a des nouveaux produits, et à chaque fois, il va falloir disposer de l'ensemble des informations pour pouvoir réaliser le calcul. C'est tout à fait possible. Après, comme c'est assez nouveau dans les entreprises et que ça prend beaucoup de temps, certains choisissent d'externaliser. C'est aussi une très bonne option, puisque il y a des spécialistes dans le domaine. Et donc, quand on est une petite entreprise, qu'on n'a pas forcément les moyens, ça peut être une bonne solution. Alors, l'externalisation, elle est de facto possible puisque les transporteurs et les prestataires calculent ces émissions de CO2. Elles ont une obligation légale de le faire. Souvent, ce qui pêche, les difficultés qu'elles rencontrent, c'est que quand elles sont trop petites, elles ne savent pas calculer ou elles ne calculent pas. Elles n'ont pas forcément de contraintes qui va les obliger à le faire. Il y a une loi, mais la loi, s'ils ne la respectent pas, il n'y a pas forcément de contrôle qui est réalisé. Mais par contre, plus on devient gros et important comme prestataire, plus on a des obligations de le faire, et plus pour le faire, on est obligé aussi d'être certifié par des organismes extérieurs. Donc généralement, le calcul est bon, mais une autre difficulté, c'est que les prestataires, comme vous le savez en transport, font de la sous-traitance, et donc on a une cascade d'intervenants qui nécessite d'aboutir à un résultat final. Donc les commissionnaires de transport, ce n'est pas souvent leur force que d'être en capacité de calculer les émissions de CO2 pour l'instant. Néanmoins, en termes d'intégration, il y a des possibilités. Pour les transporteurs, les prestataires ou les industriels et distributeurs, c'est de faire calculer par un tiers. Donc là, ici, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui le calculent pour vous. Et donc, il va falloir travailler avec ces entreprises pour leur donner des informations qui permettent de faire le calcul. Mais comme vous l'avez deviné, ces entreprises ne peuvent faire le calcul que si elles disposent du poids et des kilomètres et des modes de transport. Elles ne pourront pas le faire si elles ne pourront pas deviner ces informations-là. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment, il va falloir quand même structurer les datas côté chargeur industriel, chargeur distributeur, pour pouvoir permettre à ces entreprises de réaliser ces mesures pour vous. Alors, l'avantage, c'est que ces entreprises, c'est des spécialistes. Donc, d'une part, elles peuvent vous conseiller, et d'autre part, elles peuvent vous aider à vous structurer, voire à accélérer la réalisation de ce calcul. Et puis, parfois, on ne souhaite pas du tout s'adresser à ce type d'entreprise puisque c'est trop compliqué, nous ne sommes pas suffisamment spécialistes. Ce n'est pas grave. Si on dispose d'un TMS, généralement, les TMS sont connectés à ces entreprises. Alors, il faut savoir à quelles entreprises elles sont connectées, mais elles proposent un calcul d'émissions de CO2. Donc, ça permet de disposer du calcul automatiquement. Et donc, quand c'est externalisé par l'éditeur de TMS, eh bien, naturellement, l'industriel en profite naturellement de son côté. Donc ici, vous avez plusieurs moyens pour obtenir les émissions de CO2 en passant par le fichier Excel jusqu'à une intégration complète. Bien évidemment, des modes hybrides existent, mais tout est ici. Donc, c'est là où il va falloir choisir ses armes, faire un calcul de combien ça me coûte et combien ça me coûterait
si je le faisais en interne ou en externe, en prenant bien en considération à la fois les moyens humains, les solutions informatiques, le prix du projet et aussi le prix de la maintenance pour que tout ça fonctionne. Je n'ai pas de coup à vous donner sur cet aspect-là. En tous les cas, vous voyez un peu la palette des solutions qui peuvent être utilisées. Je rappelle que même si on dispose de résultats tout faits, c'est la responsabilité du donneur d'ordre de vérifier la méthode utilisée par les transporteurs, les prestataires ou les tiers qui peuvent calculer ou le TMS, ainsi que les facteurs d'émission. Puisque c'est le donneur d'ordre qui, à un moment, devra les déclarer. Donc, c'est à lui de vérifier tout ça. Donc, la connaissance à minima des méthodologies qui permettent d'y accéder, donc de l'ISO 14083, est quand même importante. Donc ça, c'est un coût pour vous et je vous invite, pour les entreprises d'importance d'une bonne taille, d'acheter cette norme et de pouvoir la partager en interne pour que vos méthodes logistiques, vos collaborateurs ou vous-même puissiez disposer d'éléments factuels qui vous permettent de ne pas faire d'erreur. Et ce webinaire vous a exposé à peu près quand même le cadre pour le réaliser. Donc on voit que finalement, en partant d'un calcul de base, il y a beaucoup de difficultés sur le chemin et il y a plusieurs moyens pour résoudre ce calcul d'émissions de CO2. En tous les cas, demain, le calcul d'émissions de CO2, il va évoluer. Nous n'en sommes qu'aux prémices et je vous propose justement d'ouvrir un peu le sujet, notamment pour partager l'avenir de ce calcul des émissions de CO2. Donc je vous présente maintenant le fruit de ma réflexion pour pouvoir vous faire comprendre comment il va pouvoir s'immiscer, dans les processus de l'entreprise, comment il va pouvoir être partagé en interne, comment il va pouvoir être utilisé et quelles sont les grandes tendances qu'on va retrouver. Tout d'abord, nous aurons des émissions prédictives qui arriveront dans peu de temps, notamment sur les achats en ligne. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de combien d'émissions de CO2 va gérer mon achat en ligne. Donc, des entreprises travaillent dessus. On est sur une phase de recherche et développement actuellement. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés pour que, quand on fait un acte d'achat en ligne, entre choisir un relais colis, une livraison chez soi, un retrait en magasin ou autre mode de transport, rapide par rapide, que l'on puisse voir combien d'émissions de CO2 va générer notre achat. Et donc, ça va pousser les consommateurs vraisemblablement à adapter leur mode de consommation. Et donc ça va être important que les entreprises en tiennent compte, puisque c'est ce qui va faire qu'elles vont s'adapter elles-mêmes sur leur réseau de distribution. Donc ça va être la grande tendance des années à venir, c'est le consommateur à qui on donne plus d'informations et qui va modifier en profondeur ses consommations et donc le réseau de distribution des distributeurs ou des industriels. De plus en plus, on aura également des données en temps réel. Je vous disais qu'on avait une obligation de déclarer annuellement les émissions de CO2 sur le périmètre 3. Oui, mais lorsqu'on se rend compte à la fin de l'année qu'il est plus important que l'année dernière, nous n'avons pas de moyens d'action sur le début de l'année. Donc, de plus en plus, on va avoir besoin d'avoir ces informations en temps réel pour pouvoir corriger le tir, c'est-à-dire changer de mode de transport, changer de transporteur, peut-être trouver des nouveaux transporteurs, mieux consolider la marchandise, réduire les distances. Et donc, tout ça, ça passe par des données en temps réel. Donc, le système d'information, il va falloir qu'il supporte aussi ces éléments pour pouvoir aider la prise de décision plus rapide. On va voir aussi que les émissions de CO2, ça va devenir un critère décisionnel des projets. Donc, dans ma biographie que je vous avais notée au début, j'ai déjà tenté depuis 2011, dans une grande entreprise internationale, d'ajouter ce critère de décision aux 3 critères habituels, c'est-à-dire la qualité, le coût et le délai. Donc, en ajoutant les émissions de CO2,
on peut prendre conscience si notre projet va plus ou moins polluer et donc faire des choix par rapport à ce type de projet et donc s'enlever des contradictions qui peuvent arriver dans le futur lors de la réalisation d'un projet où on s'aperçoit que finalement, on n'avait pas bien joué sur le poids de la marchandise ou le type de transport ou les distances pour réaliser correctement le projet. Donc ça va être une grande tendance, c'est d'intégrer ce critère décisionnel dans le choix des projets et dans sa matrice de décision, dans son portefeuille projet. Ensuite, une grande évolution, ce sera le partage des données. Alors, certains me diront que ça existe déjà. Effectivement, il y a des données qui sont déjà partagées actuellement, notamment sur les transports internationaux, que ce soit l'aérien, le maritime. Il y a beaucoup de données qui sont partagées. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas pour les petits colis, le routier ou d'autres moyens de transport. Je pense au vélo dans la logistique urbaine. Et donc, demain, le partage des données, ce sera assez clé puisque ça permettra d'accélérer le calcul des émissions de CO2 et de les rendre beaucoup plus fiables. Et donc ça, c'est aussi un axe de progression du calcul de CO2. L'amélioration de la précision, ça sera aussi un axe important dans le futur, puisque l'amélioration de la précision, c'est quand même le gage que les émissions de CO2 sont bonnes. Donc elles sont normalement imprécises à l'heure actuelle, puisque comme on démarre, il faut bien démarrer à faire la mesure avec parfois des hypothèses qui sont un peu mauvaises. Que ce soit sur le poids de la marchandise, les kilomètres ou les facteurs d'émission, c'est le calcul qui va compter. Donc, au fur et à mesure, les entreprises elles vont s'organiser et le poids de la marchandise va être de plus en plus fiable, les kilomètres parcourus vont être de plus en plus connus et accessibles. Et puis, les facteurs d'émission, pareil, on va de plus en plus aller vers des niveaux 3 et des niveaux 4 qui vont nous permettre d'améliorer les émissions de CO2. Et donc, en améliorant le calcul des émissions de CO2, on pourra les baisser en ayant une meilleure précision. Et ça, c'est un point important, puisque quand on essaie de baisser quelque chose qui est imprécis, ben on le baisse de manière imprécise. Donc ça, c'est l'avenir du calcul des émissions de CO2. Ensuite, sans jeter un pavé dans la mare, l'intelligence artificielle devrait permettre quand même de pouvoir automatiser des choses, de combler des trous dans la raquette, d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir disposer de cette donnée de manière plus fiable et plus rapide. Donc, certains qui sont déjà en charge de la mesure des émissions de CO2 proposent de l'intelligence artificielle, notamment sur la base de factures de transport. Ils arrivent à recalculer des émissions de CO2. Voilà, tout ça, c'est à la fois des algorithmes et c'est à la fois de l'intelligence artificielle qui permet de progresser. Et ça, c'est vraiment l'avenir du calcul pour éviter des solutions spécifiques qui seraient à intégrer dans l'ERP. Justement, les données de base dans l'ERP vont être importantes. Pour l'instant, les ERP ne sont pas forcément structurés pour le faire, mais comme vous le savez, dans un ERP, on peut toujours faire un peu de spécifique, on peut toujours ajouter des bases, on peut toujours faire de la BI en plus, et ces données de base, en fait, ça va être aussi l'avenir du calcul, puisqu'ils vont avec la précision. Si je prends un exemple concret, lorsqu'on crée une fiche article, eh bien, à un moment, il va falloir peser les articles. Ça va devenir nécessaire plutôt que de dupliquer un article et d'hériter du poids précédent. Donc, une bonne pratique dans le poids des articles, notamment, c'est qu'à chaque fois que l'article rentre dans un entrepôt, pour la première fois, eh bien, on le pèse. On le pèse en brut, on le pèse avec son emballage, et donc on a une logique d'alimenter la base de données de la fiche article pour la mettre à jour. Et donc ça, c'est un peu l'avenir du calcul, c'est structurer ces données. Si on ne structure pas ces données, le calcul d'émissions de CO2 sera imprécis et de moindre qualité. Et puis, dans le futur, on imagine que le process SNOP, Sales and Operation Planning, encore appelé plan industriel et commercial, pourra intégrer ces éléments, puisque comme vous le savez, pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. On est sur des éléments financiers, des éléments de charge capacité, des éléments de ressources. Demain, on pourra imaginer que le SOP intègre les émissions de CO2 dans les scénarios qu'il propose, notamment quand il y a des promos commerciales. Ça évitera, par exemple, de se dire le choix de fabriquer, eh bien, ça, on le fait en Chine, et pour cette promo, on va la transporter en transport aérien. Alors qu'initialement,
la solution la plus simple aurait été peut-être de négocier un délai avec le client, de fabriquer dans son usine en France et donc de réduire les émissions de CO2. Donc, on imagine que le calcul, plus tard, il sera complètement intégrable dans le SNOP, dans le processus mensuel des entreprises, piloté par la supply chain, et donc aidera aux critères de choix dans le charge-capacité des entreprises. Donc voilà, je vous ai balayé un panel de calcul, d'évolution du calcul qui pourra avoir lieu. Il y en a certainement d'autres, mais c'est ceux qui m'ont paru le plus simple à vous partager sur ce webinaire de format assez court. Alors de mon côté, je vous ai aussi préparé de manière très structurée des liens qui vous permettent d'aller vers les documents qui m'ont permis de réaliser ce webinaire. Donc, il y a plusieurs sources d'informations, c'est très intéressant, c'est assez dense quand même. Donc, je vous conseille d'aller télécharger ces documents, d'aller visiter les sites internet, de mettre ces liens dans vos favoris. Il y en a plusieurs. Je vais en rajouter certainement en fonction de ce qu'on va me demander. Et je vous proposerai évidemment de vous envoyer le document à votre adresse email. Vous pourrez le consulter facilement. Pour nos adhérents, il sera dans la base documentaire que nous mettons à disposition. Le webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais vous envoyer le lien à la fin de ce webinaire. Donc, vous pourrez le revoir. Pour ceux qui ont eu des difficultés avec des connexions intempestives, nous nous en excusons bien évidemment. Nous allons travailler avec l'éditeur de visioconférence pour que cela ne se reproduise pas pour nos prochains webinaires. Si vous avez des questions, j'ai vu que le son ne fonctionnait pas, vous pouvez les poser dans le chat qui est sur votre gauche. Je tenterai d'y répondre en live, si c'est possible. Et si je n'ai pas la réponse, je chercherai, je vous enverrai la réponse que j'ajouterai au document que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La partie chat vous permet de les poser. Alors, merci Jackie. Alors, la forme d'accompagnement proposée par le Supply Chain pour ce thème, pour l'instant, nous faisons de l'acculturation. Nous essayons de rendre ce sujet visible par tout le monde, qu'on puisse le prendre en considération. Comment on va pouvoir aider? On va pouvoir aider notamment parce que des partenaires vont certainement nous aider à disposer de tarifs peut-être préférentiels pour calculer les émissions de CO2 pour nos adhérents. Donc ça peut être un premier moyen. Le deuxième moyen, eh bien, ça va être d'autres webinaires où on va pouvoir aller plus dans le détail et peut-être aussi des ateliers où on va pouvoir peut-être travailler à plusieurs pour essayer d'avoir un outil commun, une démarche commune. Et l'autre manière aussi que je propose, c'est peut-être aussi d'avoir une base documentaire. Par exemple, tous les documents que je vous ai mis à disposition là dans les liens, c'est de la rajouter dans la base documentaire qu'on partage avec nos adhérents de manière à ce qu'ils puissent y accéder quand ils le souhaitent. Par contre, nous n'avons pas encore envisagé de prestation de services sur ce sujet-là parce que nous n'avons pas encore identifié de partenaires avec qui travailler sur ce sujet. Mais si des prestataires souhaitent proposer leurs services pour les entreprises privées pour réaliser leur calcul d'émissions de CO2, ils sont les bienvenus. J'ajouterai aussi que Fred 21 est un dispositif de l'État qui permet de réduire ces émissions de CO2 pour les chargeurs et qui sont donc des industriels ou des distributeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, que c'est totalement gratuit. Par contre, il faut s'engager à réduire de 5% les émissions de CO2. Et l'outil permet de calculer les émissions de CO2 aussi, l'outil proposé par Fred 21. Donc, je rajouterai aussi ce lien-là, Fred 21,
dans les liens du webinaire, puisqu'il propose aussi toute la boîte à outils qui permet de trouver des gisements de gains pour réduire ses émissions de CO2. Et puis, bien évidemment, si vous avez une question, n'hésitez pas, je suis votre expert. Et donc, j'ai la possibilité de répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser le site internet pour nous joindre ou l'adresse que je vous mets ici et que je rappellerai dans la documentation. Voilà, je vous mets notre adresse email. Vous pouvez utiliser cette adresse email si vous avez des questions, on tentera d'y répondre. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais vous proposer de clore le webinaire. Je vous envoie toutes les informations pour que vous puissiez revoir ce webinaire, disposer du document et des liens vous permettant d'avancer sur ce webinaire. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires qui se sont connectés aujourd'hui et que vous avez vu en bas de la présentation tout au long de ce webinaire. Donc, merci à tous et bonne journée. À très bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à venir sur notre page événements du site internet qui vous précise les 21 événements que nous réalisons cette année chez Alpe Supply Chain. Au revoir.